Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais encore vous présenter un deck, mon deuxième deck favori, de mon deuxième type d'élément favori, qui est donc beaucoup plus intéressant que Monofeu. Il performe beaucoup plus, hein, c'était un des gros top tiers avant, ça reste toujours un gros top tiers, c'est le Haut-Vent. Alors, Haut-Vent, pourquoi j'aime beaucoup? Moi je sais que je suis quelqu'un, dans les TCG, être quelqu'un d'hyper aggro. La seule exception étant FFTCG. Je ne sais pas pourquoi, FFTCG j'aime bien contrôler le terrain. Et donc, pour contrôler le terrain, il y a beaucoup de façons de le faire dans le jeu, la glace, la foudre, enfin, il y a énormément de façons, mais la foudre ça me plaît pas, la glace non plus. Par contre, l'eau et le vent, c'est des éléments qui m'intéressent beaucoup parce qu'ils sont polyvalents. On peut faire plein de choses avec eux. Avec l'eau, on va pouvoir contrôler, on peut être agressif, on peut être agressif avec le vent, on peut contrôler un tout petit peu avec le vent, enfin, on peut faire pas mal de choses. Et donc du coup, ces deux éléments mis ensemble, c'est un combo d'éléments que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma version du Haut-Vent, et je vais vous expliquer surtout comment j'ai monté tout mon deck, pourquoi j'ai choisi telle carte, et pourquoi j'en ai pas choisi d'autres. Pour lancer ce deck, donc déjà, il va falloir penser à un archétype. Haut-Vent, on peut faire beaucoup de choses avec, et moi, j'ai joué avec un archétype qui est assez classique, mais que j'aime beaucoup. Il est connu depuis l'Opus 1, et il est toujours très performant à l'heure actuelle. C'est le combo YRP. YRP, c'est Yuna, Riku, Pei. Pourquoi c'est intéressant? Ce sont des cartes qui vont avoir des values très intéressantes très rapidement. Je vous donne l'exemple de Yuna, qui est l'une des cartes principales. Yuna qui est ici. Voilà, on va la jouer en x3, ça me paraît évident. Et en fait, son intérêt, c'est que les invocations haut que je vais lancer vont avoir un coût réduit de 1. Minimum 1, on peut pas descendre à 0. Ce qui fait que j'ai des invocations qui peuvent coûter cher, qui ne le sont pas, et qui vont devenir maintenant très peu chères et qui vont permettre de gérer tout le temps en permanence. On va ensuite avoir donc deuxième carte, Riku. Riku qui est ici, que je vais jouer en version soutien, en version H de l'Opus 1. On peut la jouer avec la version de l'Opus 2 qui fait réactiver tous les avant Next Burst. Mais je suis moins fan de cette mécanique parce que mon deck n'en a pas spécialement besoin. Donc je vais préférer me baser sur quelque chose, une carte qui va rester sur le terrain tout le temps et qui va avoir une utilité tout le temps. Son utilité c'est de meuler, je pense que pour un vent on va l'aduler, je vais pouvoir meuler une carte dessus de mon deck, dessus du deck adversaire. Donc ça va de prendre l'avantage sur pas mal de situations. Elle a aussi une chose très importante, très intéressante, c'est un S. Et son S c'est pour le même coup, en plus de sacrifier une Riku, il va meuler ces deux cartes de son deck et en plus piocher une carte. Ça me permettra de transformer une Riku en main qui ne m'est pas forcément utile en une carte plus intéressante. Voilà. J'ai aussi envie de jouer, donc comme on dit, quand on joue Yuna, on va jouer avec beaucoup d'invocations. Beaucoup d'invocations haut, pourquoi? Parce que Yuna, faut essayer de rentabiliser Yuna au maximum, et on a des invocations haut qui sont très puissantes. Donc on va faire un combo, on va lancer Fusoya. Pourquoi on joue Fusoya? Fusoya, donc c'est un soutien qui va faire 7000 points de dégâts en avant quand on est nul, mais il va nous infliger en contrepartie un point de dégâts. C'est très fort, hein, 7 nits sont payés au moindre coup, c'est extrêmement fort. Par contre, le petit point de dégâts, c'est gênant. Et donc le but de ce deck là, ça va être de transformer ce point de dégâts qui est gênant en quelque chose qui va nous rentabiliser encore plus. Je reviendrai après sur les différents moyens d'activer ces combos là, mais ça vous permet de faire un Kushulain, de faire un Chaos, un Famfrit sur des X-Burst, donc ça vous permet de gérer plusieurs avants en un tour, avec une seule carte, c'est vraiment très fort. On la joue qu'en x2, pourquoi? Parce que x3 c'est des cartes lumière, donc on ne peut pas l'avoir en main, et on a un deck qui va, vous allez voir, qui va me permettre de piocher pas mal assez souvent, donc on va très vite se retrouver avec les fusions en main. On va jouer aussi, donc, du coup on joue au vent, on va jouer deux archers au puissant. Pourquoi on va jouer ces deux archers? Eh bien en fait c'est très simple, dans ce jeu là, les soutiens adverses peuvent être très importants, et donc le permettre de gérer les soutiens adverses, c'est extrêmement fort. Surtout qu'en plus c'est une carte qui va se détruire en faisant cet effet là, et donc ça nous permet de mettre un peu plus de place sur notre terrain. Donc archer c'est très très fort, j'en mets que x2 parce que on n'a pas besoin d'avoir un maximum de soutien, et ça va être, mine de rien, l'effet on va l'utiliser qu'une à deux fois par partie grand maximum. La partie sera finie avant qu'on l'utilise trop souvent. On va jouer deux Echo H. Alors, Echo H pourquoi? C'est un soutien à 2, donc déjà c'est des soutiens qui sont vraiment très peu chers. C'est quelque chose que je voulais dans ce deck là, je voulais des soutiens qui coûtent peu cher. On va avoir que deux exceptions, qui va être Fusoya et une carte qui viendra après. Donc c'est un soutien à 2, et son intérêt lui elle va me servir en late game. En late game pourquoi? Parce que je vais payer 2 hauts, je vais l'aduler et la mettre dans Brixos, donc c'est encore un soutien qui peut se détruire, donc il me faudra de faire de la place si j'ai besoin d'un soutien plus intéressant. Et je vais choisir 4 invocations dans ma Brixos.
Je vais en choisir 3 que je vais retirer du jeu, et je vais en prendre une dans ma main. Ça me permet d'avoir virtuellement 4 fois la même carte dans le deck. C'est très fort parce que nos invocations, comme je vous dis, on va jouer, tout le deck va tourner autour. Donc on la joue en x2. C'est un effet mineur qui va être utilisé qu'en late game, donc pas besoin d'en avoir beaucoup plus. On va jouer 2 gladiateurs. Alors gladiateur, pourquoi? Parce qu'on joue de l'eau, et je vais pas vous cacher, hein, spoiler alert, quand on joue de l'eau, on va jouer le combo Layla Viking. Viking qui sont des cartes qui nous permettent de faire piocher et donc faire des cartes d'avantage très rapidement. Ces gladiateurs là sont donc là pour nous ramener ces Vikings de la zone au terrain. Donc nous permettre de repiocher encore en permanence. C'est important et en plus c'est encore un soutien qui se détruise. Donc tout va bien. Maintenant on va passer au dernier soutien qui nous reste, qui sont en x1 cette fois-ci. On va jouer un contrôleur Pampa. Alors pourquoi un contrôleur Pampa? C'est une carte qui est utile dans pas mal de situations. Quand il est rentré sur le terrain, je vais choisir un avant et les prochains dégâts qui se recevra seront égaux à 0. Et je peux faire la même chose en payant 2, en le diluant et le détruisant. Donc il va me permettre de gérer certains avants qui vont faire des dégâts ou certains avants que je n'ai pas envie qu'ils meurent sur ce tour-ci. Ça peut servir en compte, ça peut servir à pas mal d'endroits, ça me permet de protéger quelques avants. C'est pas indispensable, elle va très rarement être rentable, par contre pour certains match-up, c'est important, donc je la mets en x1. Si elle tombe, tant mieux, si elle tombe pas, j'ai pas vu grand chose. Dans mes ventes d'esprit, on va jouer Rôdeur. Pourquoi on va jouer Rôdeur? C'est en l'adulant, et en mettant la break zone, je vais choisir un monstre de coup 2 ou moins je le détruis. Dans la méta où il y a quelques monstres qui nous font bien chier, je vais prendre l'exemple de Pampa, avoir une carte qui me permet de la détruire sans avoir besoin de coups autres que de détruire un de nos soutiens, c'est fort. Encore une fois, c'est utile que dans certains match-up, donc je vais la mettre en x1 uniquement. Et enfin, la dernière carte en x1 qui sera le dernier soutien, l'autre soutien qui ne coûte pas 2. Une Maria H qui va augmenter la force de tous mes avants de 1000 de force. C'est pas indispensable, mais dans certains match-ups ça va être très fort, notamment contre la glace par exemple, parce que c'est le seul moyen de gérer une carte que j'ai dans mon deck. Jidan L, pour l'instant, je vous spoil un peu. Ça va permettre d'éviter les glaciers Slabolas, d'éviter tout plein de choses. Donc, en plus de ça, j'ai un deck où ma force brute ne sera pas très importante. Donc c'est important d'augmenter tout ça. Maintenant elle coûte 4, c'est pas le but du deck d'avoir des gros avants. Mais je la mets quand même, ça peut toujours sauver des situations. On va maintenant passer aux avants. Qu'est-ce qu'on a? Donc comme je vous ai dit, on joue le combo Yuna Riku Pain. Donc on a vu Yuna, on a vu Riku qui sont les soutiens. Et donc on va voir la dernière carte du combo du trio, qui sera Pain, qui est un avant. Alors, c'est un avant de coût de 3 pour cette file, ce qui est correct. Et elle a 2 avantages. Lorsque on la joue, si on contrôle une carte Yuna, en plus de ça on va piocher une carte. Et si on contrôle une carte Riku sur le terrain, on va choisir ce qu'il y a 3 soutiens et on va les réactiver. Ce qui fait que virtuellement, si on a le combo Yuna Riku Pain, cette carte va nous coûter 0, parce qu'on a dû les 3 soutiens pour la jouer, et on va les réactiver. Ça nous aura rien coûté en termes de ressources. Et en plus de ça, il va nous faire piocher une carte. Ce qui est très intéressant, pourquoi c'est intéressant, parce que quand on joue une carte, il faut toujours penser, moi je pense comme ça en tout cas quand je vais jouer, quand on joue une carte, il faut compter son coût plus 2. Pourquoi plus 2? Parce que c'est une carte que je vais jouer de ma main. Donc c'est une carte en moins sacrifiée pour avoir 2 CP. Donc en réalité, si on ne piochait pas, cette carte nous aurait coûté 2 en ressources, parce que ça m'aurait coûté 0 ici, mais j'aurais quand même payé 2 pour gagner une carte, pour avoir perdu ma carte de ma main. Ce qui aurait été pu avoir une ressource. Et là, vu qu'on a pioché une carte, ça nous fait virtuellement une carte qui nous coûte vraiment 0. On n'a rien perdu à la gagner, on a toujours le même nombre de cartes en main, les soutiens sont tous activés. Donc pour 0, littéralement 0, 7000, c'est une excellente carte. Elle nous fait piocher, donc on la joue en x3, c'est obligatoire. Comme je vous ai dit, on va jouer haut, donc on va jouer 3 vikings. Les vikings de l'eau plus 4. Alors, pourquoi on va jouer les vikings de l'eau plus 4? Il y a 3 types de vikings. On a le viking qui fait piocher une carte quand il rentre sur le terrain, le viking qui fait piocher une carte lorsqu'il quitte le terrain, et enfin ce viking là qui fait les deux en même temps. Lui, contrairement aux autres, c'est qu'il va coûter 3, donc être un peu plus cher que les autres, pour toujours une force complètement ridicule, 2000. Mais son intérêt est pas là du tout, son intérêt c'est juste que je le joue, je pioche une carte, il meurt, il pioche une carte. C'est un petit bloqueur qui me sert toujours quoi qu'il arrive. C'est très fort, viking, vous verrez pourquoi piocher des cartes dans ce jeu c'est vraiment très important. On va jouer Layla. Layla, quand elle va rentrer sur le terrain, on va choisir un viking de coup 3 ou moins dans la break zone et on va le rejouer sur le terrain. C'est extrêmement fort parce que ça nous permet de sacrifier un viking et de dueler de soutien par exemple pour jouer Layla, et on va rejouer ce viking qu'on a sacrifié.
et en ayant pioché une carte en plus. Voilà. Layla Viking, c'est un combo extrêmement fort, c'est à la limite de la débilité, parce que ça fait piocher beaucoup trop souvent le deck. Et dans un deck où on veut gérer le terrain en permanence, et bien c'est important d'avoir toujours les réponses en main. Donc Layla Viking, c'est très fort, on met ça en x3 pour Layla Viking, et juste x2 en Layla, parce que j'estime que 3 Layla c'est trop, 2 Layla dans la partie ça va largement suffire, non puisqu'on a 3 planes qui nous permettent de piocher aussi, on va avoir les invocations qui nous permettent de piocher, voilà. 2 c'est largement suffisant, pas besoin de 3. Alors, autre carte très intéressante, c'est l'invocatrice éphémère, qu'on va mettre en x3. Pourquoi c'est très intéressant? Je vous ai expliqué le soutien Fusoya de la dernière fois, qui faisait 7000 de points de dégâts à un avant, et qui nous faisait prendre un point de dégâts. Prendre un point de dégâts, c'est jamais rentable. On n'a jamais envie de prendre un point de dégâts. Eh bien, on va transformer ce deck-là pour but de faire la situation où se prendre un point de dégâts, c'est rentable. Pourquoi? Son effet, c'est lorsqu'elle va sur le terrain, je vais chercher une invocation haut, de 4 ou moins, et je vais pas la mettre dans ma main. Je vais la mettre au-dessus de mon deck. Ce qui fait que je vais mettre mon invocation au-dessus de mon deck, pour ensuite faire l'effet de Fusoya, qui va me faire prendre des dégâts. Et donc cette carte au-dessus de mon deck va être en point de dégâts. Et en général, on va essayer de prendre la carte, l'invocation, qui va nous gérer le terrain en plus. C'est-à-dire qu'on peut gérer jusqu'à 2 avant sur le terrain avec d'autres invocations, que je vous présenterai en fin de vidéo. Donc invocatrice éphémère, c'est excellent, on joue en x2. On va jouer Jidan L en x2. Pourquoi Jidan L? Alors c'est une carte qui est excellentissime. Pour K7000, c'est un peu faible. C'est vraiment très faible pour une carte à 4, mais ses autres compétences compensent largement sa faible force de frappe. Pourquoi? Donc déjà, de base, Jidan ne veut pas être choisi par les compétences des adversaires. Ça évite beaucoup trop de gestion en face. C'est-à-dire qu'il ne peut gérer Jidan qu'avec des invocations. Et uniquement des invocations. Donc c'est très important, c'est une carte qui va être très difficile à gérer. Deuxième compétence, lorsque l'adversaire va se défausser d'une carte à cause d'une invocation ou d'une compétence que je contrôle, je vais choisir un personnage vent, et je vais le réactiver. Ça peut être Pain, ça peut être un soutien vent, ça peut même être Jidan, c'est-à-dire que je peux attaquer Jidan, et s'il se défausse d'une quelconque manière, je vais pouvoir activer Jidan. S'il n'y avait que ça, la carte serait ok sans plus. Mais là où la carte devient vraiment très très forte, c'est son dernier effet. Il y a un troisième, il fait vraiment beaucoup de choses. Donc c'est lorsqu'il va attaquer, notre adversaire va révéler sa main. On va sélectionner un avant de sa main, et on va le faire se défausser de cette carte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va attaquer, il risque de perdre un avant. Et s'il se défausse de cet avant, on va pouvoir réactiver un de nos personnages, dont Jidan par exemple. C'est-à-dire comme s'il avait un simili bravo. Et même s'il n'a pas d'avant dans la main, c'est pas grave, on aura vu sa main, donc on sait à quoi s'attendre. Peut-être pour les tours suivants, donc on pourra prévoir notre jeu en fonction de ça. C'est vraiment très fort. On va garder ça en x. On va mettre en x2 parce que j'ai pas besoin d'avoir x3. C'est une carte qui reste souvent sur le terrain, elle est assez difficile à gérer. Donc j'ai pas besoin d'en avoir 3 parce que ça me ferait les cartes mortes en main. On va jouer Y'shtola L en x2. Y'shtola L, encore une carte excellentissime. Hein, pour 3 7000, donc on reste avec peine, on reste à un ratio body correct. Donc Y'shtola ne reçoit pas de dégâts d'invocation ou de compétences. C'est-à-dire que le seul moyen de la détruire, c'est avec des effets détruisés. C'est-à-dire que la carte, encore une fois, est très résistante. On va pas pouvoir la détruire facilement. Et en plus de ça, elle va avoir un deuxième effet, et c'est vraiment pour ça qu'on va la jouer. On va mettre Y'shtola en breakdown, on va choisir une invocation ou une compétence auto, et on va annuler son effet. Ça, c'est immensément fort. Pourquoi? Parce que ça va éviter beaucoup trop de compétences auto qui vont être gênantes. Exemple, Chant de Toto qui va... S'il y en a Y'shtola, il ne pourra pas jouer de Chant de Toto. Il prend le risque de gaspiller 7 de mana, 7 CP, pour se voir sa compétence annulée, par une carte qui coûte 3. Autre exemple, il ne pourra pas jouer d'invocation pour gérer les avants. Ou là, il va falloir qu'il bluffe. Pourquoi? Parce que s'il gaspille ses compétences, enfin ses CP pour lancer une invocation, qui va être annulée quoi qu'il arrive, bah, il gaspille des cartes, et moi j'aurais juste perdu un avant. Donc c'est pas si gênant que ça, moi, perdre un avant. Lui, par contre, gaspiller ses ressources pour gérer quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est catastrophique. Donc voilà, donc ça c'est globalement une base classique à tous les decks au vent que vous verrez au vent fusée. Mais moi, je voulais transformer ce deck en quelque chose, pas forcément full contrôle, je voulais aussi mettre une petite part d'agression. Je suis quelqu'un qui joue agressif et je veux donc
continuer à jouer de l'agression. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas jouer donc les classiques Lena ou Nuages des Ténèbres, qui ont pour moi le défaut de coûter 5. Les cartes sont excellentes, hein, elles sont très très fortes, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est pas quelque chose que je voulais jouer dans ce deck là. Je voulais garder une part d'agressivité, donc jouer des avants qui coûtent peu cher. Le maximum que vous verrez c'est 4, donc Jidan et Layla, qui sont en x2. Donc j'ai 4 cartes en tout qui vont coûter 4. Le reste va coûter 3 ou 2 pour invocatrice éphémère. Pour commencer donc cette agressivité, on va jouer Halicarnasse en x2. Alors pourquoi Halicarnasse c'est très fort? C'est pas encore de la grosse agression, mais qu'est-ce que ça va faire? Lorsqu'il va rentrer sur le terrain, je vais choisir tous les avants de l'adversaire, ils vont perdre toutes les compétences jusqu'à la fin du tour. En quoi c'est très fort? Ça nous permet de gérer des avants gênants ou qu'on ne pourrait pas détruire autrement. C'est extrêmement fort pour ça. Deuxième effet qui se couche, je peux l'adduler et défausser 2 invocations, et je vais choisir un avant et je vais le détruire. Pourquoi c'est très fort encore une fois? C'est que, imaginons que j'ai des invocations qui ne sont pas utiles en main, ou bien que l'adversaire aussi une elle ou les moyens d'empêcher une invocation de se lancer, et ben ça va permettre de détruire un avant, quoi qu'il arrive, en défaussant 2 cartes. C'est très cher, c'est beaucoup plus cher que de lancer cette invocation, mais si on est un peu coincé dans les situations que je vous ai dit avant, bah ça nous permet quand même de gérer nos avants qui nous intéressent de dégager. Donc voilà, pour 3-7000, ça reste une carte correcte. Et voilà. Autre carte, on reste pas encore dans une grosse régression, mais toujours un peu de gestion, mais c'est des cartes qui coûtent pas cher. Donc on peut en bouger plein. C'est Grena. Alors, Grena pourquoi? Encore 3-7000, on reste dans du classique, où vous verrez de toute façon, toutes mes cartes seront comme ça. Donc elle va être un peu le pendant de Jidan. Je voulais une carte qui ne soit pas ciblable par les invocations pour montrer le match-up au vent ou mono, qui sont très forts. Donc elle ne peut pas être choisie par les invocations de l'adversaire. Donc c'est très fort, ça nous permet d'éviter plein de problèmes. Et là, enfin, c'est ces 2 autres effets qui vont surtout m'intéresser. Son premier effet, c'est lorsque je vais lancer une invocation, tous mes avants vont gagner plus 1000 de force. En quoi c'est fort? Parce que ça me permet de faire survivre mes avants ou de faire une petite surprise en plus. Je vais vous donner un exemple, ça arrive dans le match-up Terre-Vent, des gens jouent Barbaricia. Barbaricia va rentrer sur le terrain et faire qu'un de mes avants n'a plus que 1000 de force. Et son objectif à lui, ce jeu-là, c'est de jouer avec son pampa, de faire 1000 points de dégâts à mon avant. C'est-à-dire qu'avec 2 cartes, il m'a rangé 2 avants. Et bien là, par exemple, j'ai lancé une invocation, je peux peut-être lui gérer un de ses avants avec toutes les invocations que j'ai dans le jeu, mais en plus de ça, mes avants ont gagné plus 1000 de force, ce qui fait que le pampa ne va même pas tuer la carte. Ça peut servir aussi sur du blocage, ça peut servir sur plein de choses, c'est très polyvalent cet effet, et donc ça que j'aime beaucoup. Deuxième effet, c'est là qui est beaucoup moins utilisé, mais qui peut sauver la vie dans pas mal de situations. C'est-à-dire que pour 2, je vais lancer une invocation de coût 3 ou moins, depuis ma main, sans payer le coup. Ça n'a pas l'air ouf, parce qu'on a déjà Yuna qui va réduire le coût de l'invocation de 1. Donc en général, on va quand même jouer pour 2, voire 3 les invocations qu'on va jouer. Donc c'est pas très intéressant. Par contre, supposons qu'on ait un problème de mana, qu'on n'ait plus que de l'eau à disposition, que j'ai besoin de lancer une invocation vent, et bien là c'est utile. Je vais défausser une carte eau pour lancer une invocation vent. C'est très utile si jamais donc on a une main qui est un peu pas géniale, ça peut arriver, hein, ça reste un jeu de hasard, mine de rien. On a un peu de hasard dans le jeu. Donc c'est important ça peut servir de pallier à ce problème-là avec juste une carte. x2, encore une fois, c'est pas une carte qui... je vais rarement jouer en x3, à part mes Vikings, ma Pain et mes Éphémères qui, elles, sont vraiment cruciales dans mon deck. Et enfin, ma carte préférée de tout jeu confondu, on va jouer Barthes Opus 3. Alors, pourquoi j'aime beaucoup Barthes Opus 3? Donc, pour 3-6000, elle est un peu en dessous des autres. Mais là, par contre, on va mettre de l'agression pure. Là, c'est une carte qui est là pour agresser l'adversaire, pour l'empêcher de se mettre bien, on va mettre la pression tout le temps. Pourquoi? Donc pour 3-6000, c'est bof. C'est vraiment très mauvais. Par contre, il y a 2 compétences de terrain qui sont très intéressantes, c'est Barthes, il va avoir tous les jobs de tous les personnages que je contrôle, de tous les avants que je contrôle. Donc c'est un freelance, donc il y a déjà un job de base, et supposons que je contrôle un Jidan, ça va être aussi un génome. Je contrôle une agressivité éphémère, ça va être un homoncule aussi, donc ça va être un freelance, génome, homoncule. À quoi ça sert? Eh bien ça sert avec ces 2 autres compétences qui ont suivi. S'il possède 3 jobs ou plus, il va gagner Booster Initiative. Donc supposons que j'ai juste 2 avants différents sur le terrain, en plus de Barthes, on a une carte qui a 3000-6000 Booster Initiative. 3-6000 Booster Initiative, c'est très fort. C'est très fort, ça me permet de mettre de l'agression. Et enfin,
Ce qui arrive beaucoup plus rarement, mais ce qu'il faut toujours se méfier quand on joue contre ce Barthes là, c'est ce qu'il contrôle s'il a 5 jobs différents sur lui. Dans ce cas-là, il va gagner 3000 de force, bravoure, et il pourra attaquer 2 fois pendant une battle phase. C'est-à-dire que pour 3, on peut au mieux se retrouver avec une 9000, bravoure, booster, initiative, qui peut attaquer 2 fois. C'est extrêmement rare d'avoir 5 jobs, mais on va l'avoir très souvent par contre 3 jobs. Et là où c'est fort, c'est que ça permet de surprendre l'adversaire, parce qu'en deck au vent, en général, on va contrôler le terrain, et on va jouer nos avants, etc. On va pas être très agressif. On va pas arriver à une situation de « Ah bah c'est bon, je prends le gars, mais il vient de jouer, il a pas d'avance sur le terrain, je risque rien, j'ai le temps de voir venir. » Bien là, non. On peut toujours se manger un Barthes qui va arriver très vite. D'autant plus que Viking Layla, ça nous fait jouer 2 cartes en un tour, en piochant une carte. Bane se joue quasiment gratuitement. Toutes mes cartes se coûtent très peu cher, donc on peut très vite se retrouver submergé en avant. Donc Barthes L, pour moi, c'est très bonne carte dans ce deck, j'aime beaucoup. Elle va pas être utile dans tous les match-ups, par contre elle va mettre la surprise dans laquelle on s'attend pas. Donc c'était tout pour les avant, maintenant on va voir les invocations. On va jouer donc toutes les invocations qui ont pour la plupart des X-Burst. En gros il n'y aura qu'une invocation qu'on va jouer qui n'aura pas d'X-Burst, mais son intérêt ne sera pas là. Donc comme je vous ai dit, avec Yuna, le coût des invocations haut va réduire de 1. Donc notre objectif c'est de jouer des invocations haut intéressantes. D'autant plus que l'invocatrice éphémère va nous tuto une invocation haute ou 4 ou moins, et la mettre au-dessus du deck. C'est avec ça qu'on va jouer, donc il nous faut des invocations haut qui sont rentables très vite. Donc on va jouer 3 Cuchulain l'impur. Cuchulain l'impur c'est pour 4 un X-Burst, donc c'est assez cher, mais encore une fois pensez à Yuna qui sera plus que 3. Donc pour 3, et l'effet qui va suivre va être très intéressant. On va choisir un avant contrôlé par l'adversaire, et celui-ci va perdre 1000 de force pour chaque personnage du lait qu'il contrôle. Personnage, donc je précise, c'est monstre, avant et soutien. Donc c'est-à-dire que ça peut très vite, il peut se retrouver avec beaucoup de sous-cartes du lait, ne serait-ce qu'avec les soutiens s'il veut jouer des cartes. Donc on va très souvent faire perdre 2, 3, 4000 de force à un avant. Déjà rien que ça c'est très fort. Ça nous permet de détruire un avant qui serait pas fort, ou de faire les dégâts supplémentaires. S'il bloque un avant, un de nos avants, on va le faire passer en dessous de la force d'une autre pour qu'il soit détruit. Donc c'est intéressant, mais son deuxième effet supplémentaire c'est, à la fin, on va piocher une carte. Donc en plus de ça, on va récupérer une carte en plus dans notre main. Donc Cuchulain c'est une carte excellente, d'autant plus que pour 4 elle est excellente, pour 3 elle l'est encore plus. Si jamais on a Yuna sur le terrain. Mais c'est le but du deck, on va essayer d'en avoir le plus possible. Deuxième invocation qu'on va jouer, ce sera Famfrit, le nuage ténébreux. Pourquoi Famfrit? Donc pour 3 en X-Burst, c'est l'intérêt du deck, c'est d'avoir nos invocations hauts qui ont des X-Burst pour comboter avec Fusoya. Donc quel est son intérêt? C'est que chaque joueur va sélectionner un avant qu'il contrôle et le mettre dans l'arbre exo. C'est très fort, pourquoi? Parce que ça nous permet de gérer un avant en face, à la contrepartie de nous aussi on va perdre un de nos avants. En quoi c'est très fort? On perd un avant, on a fait le statu quo. On a tous les deux perdu une carte. À la différence que nous on joue, comme je vous ai dit, des vikings, ou des cartes qui coûtent 2, des petites cartes qui coûtent pas cher. Un viking, quand il a mis dans l'exemple, on va piocher une carte. Donc ça permet de débarrasser un avant, tout en piochant une carte. C'est très fort, et d'autant plus que ces cartes, son gros intérêt, c'est qu'elle ne choisit pas. Donc toutes les cartes qui sont insensibles aux invocations, sont quand même sensibles à Famfrit. Contrepartie de ça, c'est que comme c'est l'adversaire qui sélectionne, s'il y a plusieurs avants sur le terrain, ce ne sera pas à moi de choisir quel avant on met dans le breakdown. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de gérer les autres avants, et quand il n'y a plus qu'un seul avant, c'est là où Famfrit va révéler sa force. Par exemple, imaginons que notre adversaire possède 2 cartes sur le terrain, on va dire, supposons Barthes et Grena. Voilà. Il va avoir Barthes et Grena sur le terrain. Moi j'ai juste un Fusoya et mon Famfrit qui va tomber en X-Burst. Voilà, on va montrer cette situation. Et bien en fait, on va faire l'effet de Fusoya et faire 7000 à Grenat. Grenat va mourir, il ne reste donc plus qu'un seul avant. Famfrit tombe en X-Burst. Il ne reste plus qu'un avant, il va mourir. Et moi je peux détruire un de mes vikings. Et l'intérêt aussi c'est que, comme je ne choisis pas, je ne suis pas obligé d'avoir un avant moi sur le terrain. Si je n'ai pas d'avant, l'effet va quand même se relancer. Il va quand même se lancer quoi qu'il arrive. Donc j'aurais géré 2 avants en ayant pris un dégât et en ayant juste du lien soutien.
c'est très fort, Famfrit, c'est excellentissime. Ce seront les seules invocations haut qu'on va jouer, mais on va les jouer en x3, contrairement aux autres invocations que je joue. On va rester dans les X-Burst, on va jouer Chaos l'intemporel, en x2. Pourquoi Chaos? Chaos c'est une carte en X-Burst, donc qui n'est pas haut, donc il restera à 3, mais peu importe. Donc en X-Burst, je vais choisir un avant contre l'adversaire et je vais le détruire purement et simplement. Il n'y aura pas de coup de dégâts ou pas de coup que ce soit. C'est extrêmement fort, parce qu'en vent et en haut, pour détruire des cartes gratuitement, c'est rare. Par contre, du coup, elle va se retrouver avec un effet négatif, c'est que si l'adversaire contrôle, si la créature a été détruite de cette manière-là, l'adversaire pourra jouer gratuitement un avant de sa main à ce moment-là. Ça peut être, c'est utile si jamais on détruit des avants très gênants, mais ça peut aussi se retrouver contre nous. On veut gérer un avant qui est un petit peu pénible, en disant bah je vais passer, je vais être agressif, et on va se retrouver avec une carte et un avant qui est encore plus ingérable. Donc c'est une carte qui est forte, mais il faut être prudent quand on la joue. C'est pas une carte qu'on peut lancer comme ça gratuitement, comme Famfrit ou Gushlen. Celle-là, faut vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que détruire l'avant est rentable ou pas? Ça reste tout néanmoins une excellente carte. On va jouer aussi de Valfor S. Pourquoi Valfor S? Donc c'est encore une carte en X-Burst. Donc comme on vous a dit qu'on bougeait de première occasion et les dégâts avec Furia, on veut des X-Burst. Là, son effet, c'est que je vais faire 3000 à tous les avants de l'adversaire. C'est pas extrêmement fort. 3000, c'est pas très haut, mais on ne cible pas. On fait sur tout le monde. Ça peut permettre donc de faire les petits points de dégâts qui nous manquaient à gratter. Si je dis avec ça, je la jouerais pas la carte. Elle serait pas super intéressante. Son deuxième effet qui est vraiment le plus intéressant, c'est que si je contrôle une Yuna sur le terrain, j'ai réactivé tous mes soutiens. C'est-à-dire que je peux très bien faire Fusoya, une invocation, lancer un Valfor en sacrifiant une carte de ma main, tout réactiver, je peux refaire un Fusoya. Voilà. Il y a des possibilités de combo qui sont énormes avec Valfor. C'est excellent. On va pas en jouer en x3 parce que j'ai préféré prendre le choix de jouer 2 chaos plutôt qu'un seul. Donc on va juste jouer. Et enfin la dernière invocation qu'on va jouer, ce sera la seule invocation qui n'a pas d'X-Burst, ce sera de Diablo L. Pourquoi Diablo L? Bah la Diablo L, elle fait globalement le café, elle fait tout ce dont j'aurais besoin. Peu importe la situation, elle sera utile. Diablo c'est on a 4 effets différents et on va en choisir 2 qu'on va activer. Le premier c'est choisir un avant-coup 5 ou plus et de le détruire. Le deuxième c'est choisir un avant-coup 4 ou moins et réduire sa force à 1000. Ou je réactive tous mes avants, ou je réactive tous mes soutiens. Pourquoi c'est extrêmement fort? C'est que supposons que j'ai 5 soutiens sur le terrain, je peux la jouer, réduire un avant, détruire un avant-coup 5 ou plus, ou faire passer à 1000 de force en avant, et réactiver tous mes soutiens. C'est-à-dire qu'au niveau des ressources, j'aurais perdu juste une carte de ma main. C'est très fort, et ça nous permet de grappiller des petits points de dégâts qui nous manquent, de rendre un avant complètement nul si jamais il bloquait, de recomboter avec Valfor pour qu'il soit détruit. On a beaucoup de possibilités. Donc voilà, c'était la liste du deck. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de comment ça se joue, quelles sont les forces, les faiblesses, et quels sont un peu les match-ups différents. Au niveau des forces du deck, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un deck contrôle. Donc ça veut dire que peu importe la situation, j'ai beaucoup d'outils à ma disposition pour gérer le terrain adverse. Je ne laisserai pas faire ce qu'il veut. C'est vraiment la grosse force du deck. On va gérer ses avants, on va gérer ses ressources, on va gérer pas mal de choses qui vont vraiment l'empêcher de jouer. Ça va être le but le maître mot du jeu, c'est empêcher l'adversaire de jouer pour pouvoir nous jouer. Sa deuxième force, c'est qu'on a beaucoup de cartes avec Jidan, Yashtola et Grenade qui sont soit insensibles à des invocations de compétences, soit qui ne prennent pas de dégâts. Donc c'est-à-dire que non seulement on va gérer le terrain adverse, mais en plus on va nous être assez peu sensibles à la gestion adverse. Ça nous permet donc dans beaucoup de match-up d'être très safe. Une fois qu'on aura posé Jidan et Yashtola par exemple, l'adversaire aura très peu de réponses possibles contre ce deck-là. Troisième avantage, c'est que c'est un deck qui pioche beaucoup. Entre Layla Viking, Pain, Kushu Lane, on va vraiment avoir toujours une main assez fournie. C'est important pour un deck contrôle d'avoir toujours une main fournie pour avoir toujours une réponse à une éventuelle option de l'adversaire. Il faut toujours être capable de gérer ce que fait l'adversaire, c'est important. Parce que si on ne le gère pas, eh bien on peut se retrouver avec des avants très gênants en face qu'on ne pourra plus rien faire avec, contre ça. C'est très important, donc c'est une des grosses forces du deck.
La quatrième force du deck que je dirais, c'est que contrairement aux rangs classiques, cette version-là est beaucoup plus agressive. C'est-à-dire que l'adversaire devra toujours être en méfiance contrairement à mes attaques. Il va se douter que je vais contrôler son terrain, parce que on va très vite lui faire comprendre avec les Judaïs, etc. Il ne peut pas, je ne rends pas qu'il se laisse déborder parce que ça va une carte très peu chère. Et donc je pourrais les jouer très rapidement, très facilement sur le terrain. D'autant plus comme on les joue, j'aurai toujours des avant-mains. Donc je vais avoir face à ça. S'il ne me gère pas rapidement, je vais très vite devenir un super. Je vais très vite avoir beaucoup de cartes sur le terrain. Et c'est très compliqué pour moi. Maintenant, les faiblesses. Si le deck il est partagable, forcément, il y a quelques faiblesses qui sont assez handicapantes. La première chose, c'est en termes de force de position. Très mauvais. Au niveau de la meilleure carte, en termes de puissance, c'est 7000. 7000 de force, c'est ce qu'on appelle le vent moyen. Moi, c'est le maximum. Ce défaut-là, même si il peut être un peu amélioré par rien, ça reste un gros défaut. C'est-à-dire que si l'adversaire a un gros avant en face, si je ne les gère pas, je ne peux pas passer. Donc là, je peux passer par les moyens conventionnels, voir que je trouve des astuces. C'est très gênant dans les matchs de terre, par exemple, où un moindre avant à 8000 va me bloquer. Il va falloir que je gère le coup et le pour gérer ça. Deuxième faiblesse qui vient directement de la force qu'il a, c'est qu'on purge le combat. Pourquoi c'est une faiblesse? Parce que si jamais le match dure, vous allez forcément perdre à la meule. Pourquoi? Parce que vous allez piocher pour toujours avoir des réponses. Et donc ce qui va arriver à un moment, c'est que vous allez avoir un deck toujours moins fourni que l'adversaire, et donc s'il arrive à vous temporiser, vous risquez de perdre très vite, vous risquez de vous faire d'arriver au moment où vous n'avez plus de carte à piocher, et donc vous perdez la partie. Voilà, donc ça c'est globalement les forces et les faiblesses. Comment on va jouer? Donc on a plusieurs combos comme je vous avais dit. On a le combo Unary Copain qui nous permet de piocher rapidement les cartes, tout en jouant des cartes gratuites. C'est très bon. Deuxième combo, donc le plus important du deck, c'est le combo Fusoya plus invocatrice éphémère. Ça nous permet de gérer plusieurs avants tout en précipitant des dégâts dans les X-Bursts. On a les X-Bursts qui ont l'intérêt, c'est qu'on ne peut pas répondre dessus. Donc, s'il ne peut pas répondre à Fusoya, il ne pourra pas répondre à mon X-Burst. Ça permet de gérer beaucoup de cartes sur le terrain. Par contre, il faut faire attention, c'est que si on se fait gérer, Fusoya nous fait prendre, même si les dégâts qu'on se prend sont rentables pour nous, ça reste des points de dégâts. Donc il va falloir faire très attention à ce moment-là. Des fois, il va être intéressant de ne pas jouer Fusoya pour éviter des situations plus dangereuses encore. Je prends un exemple d'un deck qui peut être ultra agressif, ultra aggro. Si on se fait avoir, et bah, prendre un dégât de plus, c'est un avant de moins attaqué, ça peut l'avantager un peu lui. Il faut être donc assez prudent par rapport à ça. Au niveau de... Donc, deuxième chose, c'est que c'est un deck qui a besoin de soutien. N'hésitez pas en début de partie à jouer vos soutiens plutôt que vos avants. Plus vous avez de soutien sur votre terrain, plus vous avez accès à vos ressources rapidement. Vous pourrez lancer vos invocations vite, sans gaspiller trop de cartes. D'autant plus qu'on a plusieurs avants qui vont revenir dans le terrain, les Vikings et les Pain qu'on a plusieurs fois. C'est pas très grave de les sacrifier en début de partie. Au niveau des match-ups maintenant. Alors au niveau des match-ups, le match-up qu'on a le plus avantage, c'est contre le terrain. Le Pampaluma, on a beaucoup de solutions contre Pampaluma. Famfrit, par exemple, qui va permettre de gérer Dadaluma sans trop de soucis, sans qu'il n'active ses compétences. On a le Rôdeur qui nous permet de détruire ses bandes. On va avoir Yashulajian qui va être insensible complètement à Dadaluma ou à Dadaluma. Et à Cécile en plus pour Jidan. Concrètement, le match-up Terre-Vent, c'est un bon match-up pour eux. Ça veut pas dire qu'on va gagner 100% du temps, mais on a un bon 65-40-35 de victoire, ce qui est correct. Le monoglace, on a aussi un avantage. On a aussi un bon match-up. Pourquoi c'est un bon match-up? Parce qu'on a des cartes qui vont être insensibles à beaucoup de choses. Jidan, notamment, qui va être insensible à Genesis. Une fois qu'on a posé une Maria, on risque plus grand chose à attaquer avec Jidan. On risque pas de se prendre une Dacia à la dans la tête.
Il est insensible à Zalera vu qu'il a un coup pair. Voilà. Clairement, le match-up monoglace, c'est un bon match-up, pour peu qu'on arrive à jouer les bonnes cartes. La défausse aussi, c'est... Le problème, c'est que si je joue défausse, il va falloir nous jouer plus agressivement. Mais comme je vous ai dit, mon deck est assez faible en coup, donc on peut quand même jouer agressivement, même quand un deck full défausse. On va jouer beaucoup moins avec l'invocation, on va moins gérer le terrain, mais on va pouvoir jouer plus agressivement. On n'est pas limité dans cette optique de contrôle que peuvent avoir des versions plus classiques avec des Lena, des nuages de ténèbres, etc. Match-up mono-haut. C'est un match-up qui va avoir l'avantage pour lui. Pourquoi? Le mono-haut, il va jouer sur le combo Kagnazo, nuage de ténèbres. Nuage de ténèbres n'est pas trop gênant, on a beaucoup de cartes qui sont insensibles avec des compétences. Par contre, Kagnazo, c'est gênant parce qu'il va gérer tout notre terrain d'un coup, ça ne cible pas, donc on risque de perdre nos cartes assez rapidement. On a le match-up au vent, le match-up miroir. On a l'avantage contre notre miroir d'être plus agressif que lui, par contre on est moins contrôle que lui. Donc ça va être un peu à qui a les cartes au moment, c'est vraiment 50-50 pour le haut vent. On a le match-up F14 qui se joue, Erika qui se joue assez souvent. Là c'est un peu plus compliqué, ça dépend vraiment de la sortie adverse. S'il arrive à avoir une très grosse sortie rapide avec des Alizé qui a donné booster à tout le monde, ça va être très compliqué de gérer la situation. Il va falloir gérer les bonnes cartes au bon moment, ça va être très compliqué, mais on se fait agresser très vite. Si par contre il met un peu plus de temps à trouver sa Alizé, et qu'on a le temps de se poser, là le match-up redevient un peu à notre avantage, en pouvant gérer ses avants assez facilement, tout en piochant beaucoup pour avoir toujours nos réponses qui nous intéressent. Voilà, donc ça c'était pour les match-up. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck-là, les modifications que vous verriez à faire, ou même simplement me dire que je me suis trompé dans des match-ups, ça peut arriver aussi très souvent. N'hésitez pas à me faire tous ces retours-là, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!